rappelle Initial D? Oui, mais après Prince of Tennis, ça va être difficile de donner envie aux gens de s'intéresser à une série sans gimmick et sans dinosaures. Y a pas que les gimmicks et les dinosaures dans la vie. Et des fois, être une série modeste et sérieuse qui parle réellement du sujet dont elle est censée parler, suffit à être une bonne série. J'en conviens, mais étant donné que je ne t'ai pas plus vu faire de la course de rue que du tennis, qu'est-ce que t'en sais qu'Initial D parle réellement du sujet dont c'est censé parler? J'en sais rien, mais si ça n'en parle pas réellement, je vois pas quel est l'intérêt d'avoir ces longs dialogues imbitables pour les néophytes sur la technique et le matériel. On reviendra sur la technique. Après Prince of Tennis, qui s'est posé comme un sommet pour le genre, on ne peut pas s'empêcher de comparer toutes les séries de sport à Prince of Tennis. Et très vite, on se rend compte qu'Initial D se définit surtout par ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle n'est pas? Déjà, ce n'est pas une série humoristique. Oui, il y a des gags, principalement impliquant l'incapacité des personnages à mener à bien la moindre intrigue amoureuse, gags qui tombent à plat parce que la plupart des intrigues amoureuses échouent juste par malchance, mais ces gags ne sont pas le propos principal de la série. Le propos principal, c'est de camper une ambiance un peu particulière, que l'on suppose être celle du milieu du Touguet, ou au moins la vision qu'en a l'auteur. Touguet, Kezako? Le terme n'est employé qu'en VO, la VF lui préfère le descriptif course en montagne. En d'autres termes, c'est du street racing sur des routes très pentues et sinueuses. La série a pour propos de nous en vendre l'ambiance. Ambiance dont, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas interchangeable avec la série de sport typique. Car ce n'est pas non plus une série avec des héros sexy qui dépassent leurs limites et qu'on prend plaisir à shipper. Le chara-design ne fait rien pour rendre les gens sexy. Et le scénario ne fait rien pour rendre les personnages fascinants. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants, loin de là, mais ils sont... comment dire ? Crétins comme des garçons. Je veux dire comme la fiction croit que sont les garçons. Beaufs, fanfarons, irréfléchis, obsédés par le sexe, par les filles et par le fait d'avoir la plus grosse. La plus grosse bagnole, je veux dire. C'est pareil. Si tu le dis. Sincèrement, quand j'ai commencé à comprendre que toutes les intrigues amoureuses de la série étaient vouées à tourner à la catastrophe parce que le mangaka ne semble pas concevoir les intrigues amoureuses autrement que tragiques, je m'attendais du coup à ce que l'image de la femme véhiculée par la série soit effroyable. Mais au final, c'est davantage les hommes qui en prennent pour leur grade. Takeshi, tu pourrais faire semblant de m'écouter quand je te parle? Dingue. Je sais qu'elle avait. Or, comme leurs défauts ne sont présentés ni de manière caricaturale, ni même de manière humoristique, il a fallu que j'entende un personnage angoissé à l'idée de finir tabassé par des brutes se faire la réflexion qu'il ne voulait pas mourir avant d'avoir fait l'amour pour comprendre que cette scène tragique était censée être drôle. Et le pire dans tout ça, c'est que cette petitesse des personnages et le peu d'emphase humoristique autour qui devrait m'énerver au plus haut point est finalement le principal ingrédient qui fait que l'ambiance de la série fonctionne. Alors, on sait pas si le but est de démontrer que les japonais qui font de la course en montagne sont tous des gros beaufs et que ça ne les empêche pas d'être attachants, mais en tout cas, c'est sûr que ce traitement des personnages fait son effet. À défaut d'être inspirant, c'est immersif. On a réellement l'impression de partager le quotidien des protagonistes, de faire partie de leur bande. Ceci dit, la particularité d'Initial D par rapport aux autres séries de sport qu'on a pu voir, elle n'est pas uniquement dans le traitement des personnages. C'est un seinen, c'est-à-dire que le manga vise un public plus âgé. On troque l'optimisme et les grandes ambitions pour un état d'esprit morose et désabusé. Les héros sont adultes ou quasiment adultes. Le personnage principal quitte le lycée pour entrer dans la vie active en cours de série, et avant ça, même si on le voit au lycée de temps en temps, son quotidien est surtout structuré par ses deux activités rémunérées, et la plupart de ses camarades de route ont l'air d'avoir la vingtaine bien tassée. L'âge apparent n'est pas très indicatif dans les animés japonais, mais en tout cas il est clair qu'on ne nous présente pas le street racing comme une activité de gamin. Notre héros est obligé de se poser des questions d'adulte, et de gérer sa passion comme doit le faire un adulte. Ça impacte l'ambiance de la série, sa structure, la place des personnages féminins et les relations entre personnages. Ça a sans doute aussi un rapport de cause à effet avec le fait que les personnages soient campés comme petits humainement, même s'il n'est pas forcément facile de déterminer lequel. D'habitude, quand une série choisit de camper des personnages petits pour être plus réaliste qu'esthétique, on dit qu'elle est Marvel, vu que c'est un procédé caractéristique des comics Marvel, par opposition aux comics DC qui eux visent plus le côté inspirant. Oui, mais vu que maintenant tout le monde a oublié que c'est ça la caractéristique des comics Marvel, et pas l'humour dans les dialogues, d'autant plus que les adaptations de Marvel à l'écran sont généralement moins Marvel que les BD parce que c'est plus vendeur d'être inspirant que d'être descriptif, le fait que nous utilisions ce terme a tendance à pas mal confusionner notre public. Mais tu as raison, Initial D est typiquement ce que nous avons l'habitude d'appeler une série Marvel. Et c'est surprenant à plus d'un titre, parce que je crois que c'est la première fois que je suis confrontée à une série japonaise qui soit écrite dans cet état d'esprit-là. C'est peut-être dû au fait que je lis plus de shonen que de seinen. Je crois pas. On attribue le côté cérébral et inspirant de Fullmetal Alchemist 2003 au fait qu'elle tire un peu sur le seinen comparé au manga. Or, y a pas moins Marvel que FMA 2003. J'en sais rien, ça fait un moment que j'ai laissé tomber la question des catégories dans laquelle se classent les mangas que je lis. Mais la plupart des mangas ou animés japonais que je connais sont extrêmement inspirants et cathartiques, et j'en avais tiré la conclusion que, vu l'extrême rigueur de la société japonaise, leurs fictions ne peuvent pas se passer d'être cathartiques et inspirantes, parce qu'il y a un vrai besoin de catharsis et d'inspiration chez les Japonais. Or, Initial D n'est ni cathartique, ni inspirante.
Cette série a pourtant bien des caractéristiques qu'on reconnaît comme typiques des animés japonais. L'ambiance musicale est très travaillée, l'image est toujours très bien composée du fait d'être une adaptation de manga, mais c'est pas une série galvanisante. Et je crois que c'est la première fois que je vois une série japonaise qui ne le soit pas d'un iota. Je ne suis pas inspirée par Olive & Tom, mais je sais quand même reconnaître quand la série cherche à être inspirante. Initial D ne cherche apparemment pas à susciter le même type d'émotion. On reviendra sur cette ambiance qui donne son identité à la série. Pour l'instant, si tu permets, j'aimerais quand même donner un peu le pitch. A l'instar de Prince of Tennis, Initial D n'est pas une série, c'en est plusieurs. Mais contrairement à Prince of Tennis, les changements de style d'une série sur l'autre sont assez peu dépaysants pour qu'on considère ces séries comme une seule. Il n'y a guère qu'à partir de la 4ème série saison, on les appelle ça stage, que l'histoire a l'air de partir dans une autre direction. Mais elle le fait sans véritable remise en question de ce qui avait été établi avant. Et les stages de trop, parce qu'il y en a, ont surtout le défaut d'être inintéressants et ne gâchent pas les précédents. Ils sont au moins reliés par le fait que le titre, Initial D, fait référence à l'ensemble. Nous y reviendrons. On suit le parcours de Takumi Fujiwara, lycéen en terminale pendant les 2 premières séries saison, puis conducteur de camion dans les suivantes, qui se fait entraîner par ses amis dans le monde du street racing, ce sport qui consiste à organiser des courses de voitures sauvages sur des pistes improvisées, ici des routes de montagne sur les cols japonais. Takumi est le fils d'un ancien champion de street racing devenu patron d'un restaurant de tofu. Depuis ses 12 ans, bien avant qu'il ait l'âge légal donc, Takumi se charge de livrer du tofu au restaurant de montagne situé de l'autre côté du col d'Akina, près duquel il habite, au volant de la voiture de son père, une Toyota Sprinter Trueno, qu'on appellera rarement autrement que une 86, c'est-à-dire un vieux modèle de voiture qui a fait son temps et est réputé peu puissant comparé aux monstres qui circulent sur les routes dans le présent de la série. On reviendra sur cette notion de présent. Comme il est pressé de se débarrasser de la corvée, Takumi s'est habitué à effectuer ce parcours à toute blinde et à développer une compétence inégalée pour la conduite. Il est capable d'utiliser sa voiture d'une manière qui contrebalance complètement le manque de puissance de son moteur. C'était parfaitement délibéré de la part de son père, Bunta, qui non seulement lui fait faire la corvée précisément dans ce but, mais prétexte la fragilité du tofu pour l'inciter à adopter la conduite la plus fluide possible. Takumi est donc devenu un dieu de la conduite, mais un dieu sans attributs, l'un des enjeux de la série étant qu'il les acquiert. Découvrant son talent, son meilleur ami Itsuki ainsi que Iketani et Kenji, les membres des Speedstars d'Akina, la bande de street racing du coin, tentent de le convaincre de représenter Akina chaque fois que quelqu'un vient d'un autre col pour défier le champion local. Il n'y arrive pas sans mal, car Takumi est loin d'être une tête brûlée. Il a horreur d'entrer en conflit avec les gens si c'est pas pour une raison qu'il estime bonne. Il n'est ni timoré ni paresseux, mais pour le faire entrer en action, il faut lui donner une raison valable de le faire, et ce serait trop la honte que des étrangers gagnent une course sur notre col, ne lui paraît pas en être une. Parce que c'en est effectivement pas une. Par chance pour les Speedstars, Bunta, comme on vient de le dire, compte bien donner à son fils le goût de la course pour qu'il reprenne le flambeau. Il se débrouille donc pour obliger Takumi à disputer la première course, comptant que l'exercice en lui-même paraisse suffisamment intéressant à son fils pour lui donner envie de recommencer. Peu importe si ça doit donner satisfaction au crétin qui lui lance des défis. Takumi n'étant pas le fils de son père pour rien, il prendra effectivement goût à la course au fur et à mesure qu'il en disputera. Rien qu'au pitch, on voit que la série va être atypique. Et si le pitch ne suffit pas, on le comprend dès qu'on entend les premières notes de musique qui agrémentent les courses. Sans blague, de l'Eurobeat? De l'Eurobeat, c'est grâce à ça que la série est restée dans les mémoires. Ça et les mêmes. Et à l'instar de la petitesse des personnages, ça marche. Si cette série est si surprenante, c'est parce que sa réussite se fonde sur l'agencement étonnamment efficace des ingrédients les plus improbables et les plus inattendus. Sans vouloir ramener ma fraise, je ne trouve pas si étonnant qu'une musique d'Eurobeat soit plus efficace pour mettre l'ambiance qu'une chanson de J-pop dont l'humeur ne correspond pas à la scène et dont les paroles n'ont rien à voir avec l'action en cours. Parce que tu trouves que Michel n'est pas si beau, c'est des paroles en rapport avec l'action en cours. Je laisse tomber. Je sais que je dis tout le temps qu'une série n'a pas besoin d'être originale pour être bonne, mais faut admettre que quand on se retrouve avec une série à la fois bonne et originale, ça fait son effet. À ce stade, tu comprends qu'on n'a plus tellement besoin de dinosaures et de gimmicks. De toute façon, je l'ai dit. Malgré la présence de gags autour des défauts des personnages et autour de leurs échecs, la série est globalement sérieuse. Dame, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une série pour adultes blasés, pas pour adolescents pleins d'espoir. Mais puisque tu parles de leurs échecs... Oui, faudrait évacuer la question des intrigues amoureuses avant de vraiment commencer à parler de l'intrigue principale de la série, ou ce qui en tient lieu. Ah, les intrigues amoureuses. Parlons-en des intrigues amoureuses. Comme dit précédemment, les héros sont tous adultes ou presque, donc il y a des intrigues amoureuses. Ça surprend quand on sort de shonen avec des héros chastes, poursuivis presque à leur insu par des soupirantes subjuguées par leur aura qui serviront jamais à rien. Initial D accorde une place très importante aux intrigues romantiques. Tout échoue. Non, pas parce que la course est un sport mobilisant et que ça fait que toute tentative d'entretenir une relation sur le long terme échoue. Certes, de temps en temps, on nous sort un personnage qui refuse de sortir avec quelqu'un parce qu'il sait qu'il n'arrivera pas à se concentrer à la fois sur son sport et sur une relation, mais la plupart du temps, les intrigues amoureuses tournent mal par pur hasard, juste parce que le mangaka aime les histoires d'amour tristes, ou la mise en scène de l'échec, ou les deux.
Ce qui est le plus mystifiant dans tout ça, c'est que très souvent, l'issue malheureuse arrive comme un cheveu sur la soupe de manière hyper forcée. Au début, vraiment, tout donne à croire que ça va marcher, la fille draguée se montre clairement intéressée, la mise en scène prend la peine de montrer que cette relation part sur de bonnes bases, car se fonde sur l'appréciation que chacun a du caractère de l'autre, de sa personnalité, des centres d'intérêt communs, et puis brusquement, d'un seul coup, la fille déclare qu'elle ne voyait le garçon que comme un ami, un petit frère, alors que franchement, elle s'est jusqu'à présent montrée beaucoup trop affectueuse avec lui pour que ce soit juste ça. Le summum de la glauquitude est atteint avec l'intrigue qui relie Iketani, le chef des Speedstars, que nous avons déjà brièvement évoqué, avec Mako, championne d'un autre col. Cette histoire est tellement représentative que nous allons vous la raconter en détail. Mako se rapproche d'Iketani parce qu'elle le sait en contact avec Takumi, avec qui elle souhaite faire une course avant de prendre sa retraite en tant que pilote. Cette stratégie fonctionne à peu près, mais ne donne pas les résultats escomptés immédiatement. Donc, persuadée que les hommes ne sont intéressés que par le sexe, ce qui n'est pas une idée complètement absurde dans l'univers de cette série, et désireuse d'accélérer le mouvement, elle va carrément proposer à Iketani de coucher avec lui s'il lui obtient cette course. Si vous acceptez d'exaucer mon vœu, dans ce cas, je vous ferai don de ma virginité. Iketani, qui était persuadé qu'ils étaient en train de commencer une relation amoureuse ensemble parce qu'il avait de bonnes raisons de le penser, tombe bien évidemment des nues. Mais comme c'est un gentil garçon, et qu'il aime sincèrement Mako, il accepte d'organiser la rencontre entre Mako et Takumi, en refusant la contrepartie offerte en échange, bien entendu. Bien entendu. Une fois la course effectuée, c'est Takumi qui gagne. Takumi ne perd qu'une course officielle en tout et pour tout dans la série, parce que son moteur lâche, et son adversaire ne considère pas ça comme une vraie défaite, sinon il gagne tout le temps. Stop les digressions! Une fois la course effectuée, Mako admet que la contrepartie était un prétexte et qu'elle est réellement intéressée par Iketani. Elle lui propose donc un rendez-vous amoureux au bord de la route, à l'endroit où ils se sont rencontrés. Vu le contexte, Iketani est assez dubitatif quant à la véracité des sentiments de Mako. D'autant qu'il découvre au cours de la même conversation qu'elle est très fan de pilotes de voiture autrement plus beaux et talentueux que lui, et qu'il est loin de souffrir la comparaison. Il commence par décider de ne pas aller au rendez-vous, puis houspillé par son patron à qui il confie l'histoire, change d'avis et décide de s'y rendre. Malheureusement, un embouteillage le retient. Mako attend des heures et des heures. Puis elle finit par admettre qu'Iketani n'est pas là, qu'il ne veut clairement pas d'elle, et se décide à quitter le lieu du rendez-vous. Iketani arrive quelques minutes plus tard et il est trop tard. Comme ces deux-là sont profondément cons, aucun des deux ne décrochera le téléphone pour vérifier que le rendez-vous manqué signifie bien qu'ils ne sont plus intéressés l'un par l'autre. On nous a bien souligné au début de cette intrigue combien ces deux-là sont sur la même longueur d'onde et combien ils auraient été heureux ensemble. Mais non, l'histoire se termine comme ça. En fait, pas vraiment. Longtemps après cet épisode, un OAV est sorti pour amener une conclusion un peu moins sinistre à cette histoire. Dans cet OAV, Mako et Iketani se retrouvent par hasard et ont l'occasion de discuter du rendez-vous manqué et de dissiper le malentendu. Ils se refixent donc rendez-vous, mais cette fois, Iketani découvre que Mako vient de se voir proposer un contrat à Tokyo, qu'il serait important qu'elle accepte pour mener à bien sa carrière de pilote, et renonce du coup à lui déclarer sa flamme pour la laisser libre de partir, ce qui est une raison un peu moins stupide de ne pas sortir ensemble. Mais c'est clairement une suite décidée a posteriori pour apporter une conclusion moins déprimante. Le plan initial était visiblement que ce rendez-vous manqué soit la conclusion. Et quand bien même ça le serait pas, on nous a fait poireauter dans cet état de déprime pendant 2 putains de saisons série. Ça se fait pas si l'idée est de résoudre ça au bout d'un moment. Car tout concourt à ce que ce dénouement soit le plus triste possible. Mako a attendu Iketani pendant des heures et part juste avant qu'Iketani arrive. C'est encore plus triste comme ça. Iketani avait une vraie bonne raison de ne pas y aller. C'est encore plus triste comme ça. Il s'est ravisé plutôt que de simplement se méprendre sur les vraies intentions de Mako et de ne pas y aller du tout. C'est encore plus triste comme ça. Il a échoué à se rendre sur place à cause d'un embouteillage. C'est... bon, pas encore plus triste, mais plus frustrant comme ça. Il faut savoir qu'il y a 2 sortes de moments tristes dans la fiction. Il y a les moments tristes et beaux où on prend plaisir à pleurer parce que c'est tragique mais que quelque part c'est porteur d'un beau message, que l'amour et le salut, que les êtres chers disparus sont toujours vivants dans le souvenir qu'on a d'eux. Et il y a les moments tristes qui sont juste tristes, qui n'ont aucun intérêt esthétique pour contrebalancer leur tristesse et qui font juste mal. Ça, c'est le type de tristesse auquel appartient l'intrigue amoureuse d'Iketani. Pour le coup, même moi ça m'a donné le cafard, pourtant je suis complètement hermétique à ce genre de choses d'habitude. Il faut dire, et d'ailleurs tu l'as expliqué, que sur l'échelle de la tristitude dans la fiction, ce moment où Iketani arrive quelques minutes après le départ de Mako doit être le degré le plus élevé. C'est quand même bizarre. Même la conclusion moins glauque de l'OAV est bizarre. Ok, elle doit partir à Tokyo pour le boulot, mais qu'est-ce que ces gens ont contre les relations longue distance? Ça a l'air d'être un cercle carré pour eux. Ta petite amie part à Tokyo, elle n'est automatiquement plus ta petite amie. Ce qui est bizarre aussi, c'est que la série n'est pas au clair sur ce que ça veut dire sortir ensemble.
Tantôt ça veut dire avoir eu 2-3 rendez-vous amoureux mais sans s'être vraiment déclaré ni embrassé, et tantôt s'être embrassé au moins une fois ne compte pas. Et puis on n'est jamais sortis ensemble, donc s'il te plaît, fais pas comme si. Et apparemment, se déclarer respectivement son amour non plus. La position du mangaka sur les relations amoureuses est difficile à cerner. D'un côté, il fait échouer toutes celles qu'il introduit et pas toujours de manière très réfléchie. De l'autre, il tient beaucoup à en mettre, et les personnages passent leur temps à se tacler au sujet de leur célibat. Je ne comprends pas comment vous vous débrouillez. Moi, quand j'étais encore jeune et beau, j'avais toujours une ou deux copines avec qui sortir. Mec, toi à leur âge, t'avais pas un manga sur toi, le scénariste te foutait la paix. Cette morosité est parfois assez dure à vivre pour le spectateur, mais j'ai du mal à la classer parmi les défauts de la série. C'est clairement un des ingrédients de l'ambiance. Ça permet de camper la course comme un univers un peu underground, secret, nocturne et incompatible avec une vie heureuse au soleil. Ouais, enfin, underground, c'est quand même un sport de riche. Il faut y investir constamment dans du matériel coûteux. Les voitures des coureurs ne sont pas de vraies voitures de course, mais elles sont lourdement tunées et tout ça ne doit pas être donné. On voit un couple presque échoué à cause du coût que ça représente. Mais puisqu'on en parle, j'aimerais souligner qu'il s'agit là d'une des rares séries qui admettent ouvertement et totalement que le talent ne fait pas tout et qu'avoir du bon matos compte aussi. Certes, mais du coup cette série tient beaucoup à nous parler du matos, ce qui donne, comme je disais plus tôt, des dialogues totalement imbitables, plein d'informations techniques totalement inaccessibles aux néophytes, et que la mise en scène ne fait rien pour rendre compréhensible. Toi, tu t'intéresses à une vieille 86. Ça m'étonne de la part d'un pilote qui conduit une 32, surtout quand elle est tunée en 380 chevaux. C'est pas toujours impossible à suivre, faut pas croire. Mais tout de même, il y a des fois où on se demande si on est en train de regarder un dessin animé ou automoto. Le problème avec la FR, c'est qu'elle ne peut transmettre sa puissance que par l'arrière. On n'y peut rien, c'est comme ça. D'accord, mais avec une 32 sur 4 roues motrices, ça doit être différent, non? Tu ne crois pas? Avec le système ETS Atesa, la traction est constante. Ça veut dire que le turbo est efficace sur n'importe quel terrain. Ces informations sont-elles au moins pertinentes? J'y connais rien en bagnole et j'y connais rien en conduite. Les retours qu'on a eu de la part de connaisseurs m'incitent à penser que 1. On est un peu, je reviendrai sur le un peu, dans un cas de figure à la Prince of Tennis où on fait des extrapolations abusives de la théorie pour justifier un peu n'importe quoi, et 2. Les informations sur la conduite sont pertinentes si et seulement si on part du principe que les conducteurs qui les donnent sont fondamentalement des amateurs, dont la maîtrise technique limite, par exemple, les possibilités en termes de gestion des virages avec des voitures trop puissantes. Mais cet aspect des choses reste implicite, et c'est normal. Ces gens font de la mécanique depuis des années, ils n'ont aucune raison scénaristique de se mettre à expliquer ce qui leur semble être des évidences. Tu sais ce dont manque cette série ? D'un cœur antique. Il y a un cœur antique, les Speedstars sont le cœur antique, mais ils assument uniquement la partie troubadour de la fonction du cœur antique. Ils font ce que font les premières années dans Prince of Tennis, ils s'ébobissent des exploits de Takumi et chantent ses louanges. Leur groupe manque de 2 journalistes, un expérimenté et un débutant à qui il faut tout expliquer, qui jouerait les Fred et Jamie pour le spectateur et expliquerait en des termes compréhensibles les subtilités techniques évoquées par les personnages. Du coup, on peut pas dire que la série nous en apprenne beaucoup sur la mécanique, en tout cas, sûrement pas autant que Hikaru no Go nous en apprend sur le Go. À force de dresser l'oreille, j'ai bien saisi des trucs ça et là, comme le fait que tourner en dérapage, c'est plus efficace que tourner en grippe. Ce qui, si on en croit TV Trop, c'est complètement faux, et le personnage qui prétend le contraire et en fait son cheval de bataille au début a parfaitement raison. Ce qui renforce ma conviction qu'il faut considérer les personnages comme fondamentalement des amateurs, mais qui gagnent parfois contre les pros parce qu'ils sont dans leur élément, là où les pros sont trop habitués au circuit. Mais dans l'ensemble, l'aspect technique m'est complètement passé à côté. Ce qui est dommage vu le temps que la série prend pour en parler. Certes, la série alerte des spectateurs néophytes comme nous sur certaines problématiques de la course automobile, mais on n'apprend jamais à vraiment comprendre ce que disent les personnages dans le détail. Je suppose que seuls les vrais fans de bagnole s'y retrouvent. Que la série soit à la fois pointue et implicite quand elle parle de technique ne surprend pas venant d'une adaptation de manga. Les mangaka qui écrivent sur une profession ou une activité se renseignent toujours à un degré où l'œuvre finit quasiment par relever du documentaire. Mais c'est déroutant dans la mesure où l'importance scénaristique de ces aspects techniques est relative en fait. L'enjeu des épisodes est que Takumi gagne les courses, et il gagne parfois indépendamment de la mécanique, de la technique ou de son talent. Il arrive que la victoire se joue sur un incroyable coup de peau, comme si Takumi était une espèce d'élu du destin. On peut y voir des coïncidences, mais ça retire franchement du prestige au héros et les personnages réagissent comme si ces événements lui en rajoutaient du prestige. Donc comme si ces coïncidences étaient quelque chose de signifiant, donc de magique. Je ne suis pas contre l'insertion d'éléments magiques dans des fictions relativement réalistes, après tout ça marche dans Hikaru no Go. Mais dans Hikaru no Go, c'est assumé, et les éléments magiques nous sont présentés en premier, avant les éléments réalistes du monde du Go. Là, la chance de Takumi, qui prouverait qu'il est l'élu de la déesse de la victoire, ça sort de nulle part dans la 4ème série saison, un peu comme l'histoire des super pouvoirs dans les OAV de Prince of Tennis. Oui, la grosse découverte de cette année du sport,
c'est qu'il y a au final fréquemment de la magie dans les séries de sport japonaises. Outre qu'on nous parle sans arrêt d'aura comme de quelque chose qu'on peut percevoir chez autrui, il y a souvent un élément dont le caractère surnaturel est au mieux ambigu. Dans Hikaru no Go, c'est assumé et introduit dès le départ. Il y a un fantôme, il est là dès le premier épisode. Mais souvent, c'est introduit tardivement pour faire monter les enchères contre un adversaire plus fort. Et dans tous les cas, c'est pas du tout un détail puisque ça a une conséquence forte sur le statut des personnages. Genre, il y a les joueurs normaux, les talentueux, et il y a ceux qui ont le super pouvoir de la discipline à laquelle ils se consacrent. Une prédisposition innée, réservée à quelques élus. Dans Hikaru no Go, Hikaru est le seul à voir la tache de sang sur le goban. Ça, c'est dès le début de la série. Dans Kuroko's Basket, l'irruption dans l'intrigue d'un état second dans lequel on devient plus performant et tardif, mais ça peut à la rigueur encore passer pour une métaphore qui désigne une capacité peu ordinaire de concentration que tout le monde n'a pas. Dans Prince of Tennis, c'est à la fois tardif, décrit trop précisément pour n'être qu'une métaphore, et ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe. À ce stade, on se dit que Galactic Football, avec son histoire de super pouvoirs qui ne sont utilisés que pour jouer au foot, ça se contentait de surfer sur cette tradition. Or donc, dans Initial D, il y a les coups de bol de Takumi, cas intermédiaire. C'est introduit un peu tardivement, mais on peut décider que ce sont des coïncidences, favorisées par le fait que la course est serrée. La chance de Takumi Fujiwara n'est pas le seul élément magique introduit tardivement. Il se révèle également que Takumi a un super pouvoir qui a pour effet de... À vrai dire, j'ai pas exactement compris ce que ça fait. Apparemment, il est juste toujours plus loin qu'il devrait parce qu'il maîtrise mieux son véhicule, donc c'est montré à l'écran comme s'il se téléportait et... moi non plus, j'ai rien compris en fait. Mais du coup, on peut encore décider que c'est pas de la magie, que c'est une convention graphique pour quelque chose de tout à fait rationnel. À noter que les personnages qualifient ce phénomène de Fujiwara Zone. Ce qui est rigolo, parce que la super technique de Tezuka dans Prince of Tennis, celle qui consiste à donner de l'effet aux balles pour qu'elles reviennent toujours sur lui, avec le tourbillon là, ça s'appelait la Tezuka Zone. Et le mode Kaioken de Kuroko's Basket, ça s'appelle la zone. Je crois que les Japonais aiment beaucoup ce mot. À part ces petits détails folkloriques et les bizarreries liées au côté un peu trop implicite des informations techniques, il y a peu d'exagération dans les techniques utilisées par les personnages pour gagner les courses. J'y connais rien en street racing, mais à part l'histoire de couper ses phares pour pouvoir dépasser son adversaire sans être remarqué, ce qui n'est pas si incroyable que ça quand on y pense, tout paraît crédible dans ce qui nous est présenté. J'ai évoqué tout à l'heure les extrapolations abusives de la théorie parce que je ne crois pas que le résultat des techniques utilisées serait aussi spectaculaire dans la vraie vie, mais on est loin des boomerang snakes de Prince of Tennis. Dans le registre information sur le milieu de la course, la série nous véhicule quand même une image, peut-être un peu idéalisée, mais détaillée du milieu du street racing et des conditions dans lesquelles se font les courses. Elle fournit une description à laquelle on croit parce qu'elle est très loin de l'emphase et de l'outrance des autres animés japonais sur la compétition. Voilà comment ça se passe. Les rencontres se déroulent la nuit, solution pratique pour que l'animation paraisse plus jolie à peu de frais, même si c'est probablement pareil dans le manga. Pour chaque course, un service d'ordre est posté tout le long de la piste pour s'assurer qu'aucune voiture n'arrive en sens inverse, la progression des coureurs est rapportée par talkie-walkie à l'organisateur, et avant chaque course, les conducteurs se saluent en disant leur nom. Les modalités de la course dépendent de la largeur de la route, de si elle permet ou pas de dépasser facilement. Et le public vient en masse s'accumuler sur le bord de la route pour avoir le privilège d'attendre pendant une plombe les 3 nanosecondes où les coureurs passeront en trompe devant eux. J'ai déjà du mal à comprendre ceux qui regardent des matchs de tennis, mais là ça me dépasse complètement. Tu sais, les gens qui assistent au Tour de France, ils campent sur le bord de la route toute une journée pour attendre de voir passer les cyclistes et ça choque personne. Quoi qu'il en soit, malgré le caractère humainement petit des personnages, la série nous campe le monde des coureurs comme un milieu très ouvert et tolérant, où chacun a sa place, homme, femme ou enfant, oui, du moment qui peut faire ses preuves au volant. Elle insiste assez peu sur le caractère dangereux du sport pratiqué, encore moins sur son caractère illégal, et passe à la trappe tout ce que la compétition peut avoir d'agressif. Les plus arrogants des adversaires sont toujours ravis et soulagés de perdre contre Takumi, parce que la défaite leur a permis d'apprendre quelque chose sur leur sport, même quand leur thème musical est la musique de Dracula. Il y a une voiture rapide qui me suit. Même quand on les a campés comme de dangereux psychopathes. Parce que si petits humainement que puissent être tous ces gens, ils aiment sincèrement la course et sont honnêtes dans leur passion. C'est sans doute à ça que ça sert d'avoir des personnages petits humainement d'ailleurs, à montrer qu'une vraie passion fait de toi quelqu'un de bien même quand t'es un petit merdeux qui regarde sous les jupes des filles dans les escaliers. C'est Itsuki, le meilleur ami de Takumi, qui regarde les jupes des filles dans les escaliers. A priori, c'est un personnage classique d'acolyte comique, là pour avoir toutes les réactions à la con que le héros ne peut pas se permettre d'avoir parce que c'est le héros et qui doit rester digne. Sauf que, d'une part, comme on a dit, les gags autour de lui et de ses déconvenues amoureuses ne sont pas drôles, et pas vraiment introduits dans un contexte qui leur permettrait d'être drôles. D'autre part, ses défauts ne sont que les défauts de base qu'on retrouvera chez la plupart des autres personnages. Il est le plus jeune, le plus inexpérimenté et le moins talentueux des Speedstars, mais il n'est pas plus bête ou obsédé qu'un autre, et c'est loin d'être un méchant garçon. Il a beau lorgner sur les culottes des filles dans les escaliers, quand il se met effectivement à draguer une fille,
Ce n'est pas seulement parce qu'elle est jolie, mais parce que sa personnalité lui plaît. Ce n'est pas une évolution psychologique, même après ce stade, l'information qui l'intéresse quand il apprend que Takumi sort avec une fille, c'est pas de savoir s'il est heureux, mais de savoir s'il a couché. Malgré ça, on ne le verra jamais se jeter sur la fille qu'il drague comme sur un bout de viande. Il s'intéressera toujours en premier lieu à sa conversation. Ce n'est pas tout, ce qui lui inspire la fameuse réflexion sur le fait qu'il ne veut pas mourir avant d'avoir fait l'amour, dont je parlais tout à l'heure, et qui m'a fait comprendre que la scène était censée être comique, c'est que, ayant mis ses amis dans la merde en prenant un engagement en leur nom. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est comme ça que les personnages le résument, donc on va s'en tenir à ça. Il s'apprête à en subir les conséquences et à se présenter devant les brutes auprès de qui il s'est engagé pour se faire tabasser, être le seul à être sanctionné, et éviter ainsi des ennuis à ses amis. Ce courage et cette loyauté me paraissent infiniment plus marquants que le fait qu'il n'a encore jamais fait l'amour. Et j'ai du mal à comprendre comment je pourrais rire de cette scène au lieu d'en être ému. Et maintenant qu'on y songe, c'est presque toujours comme ça que les gags autour de lui se retrouvent en porte-à-faux. En fait, il est surtout petit dans ses paroles mais grand dans ses actes. S'il est particulièrement excité et s'il n'a pas peur de s'attaquer à des gens plus forts que lui, c'est parce qu'il est l'ami de Takumi et veut le défendre. Jeté sur le bas-côté par un coureur qui veut provoquer Takumi en s'en prenant à son meilleur ami, sa première pensée est de braquer pour protéger la fille qui est sur le siège du passager. Ses déconvenues amoureuses sont dues au fait qu'il a fait le choix de ne pas insister pour obtenir les faveurs de la fille, et lui a parlé avec respect. S'il veut mettre de l'argent de côté pour s'acheter une voiture, il s'en donne les moyens en trouvant un boulot dans une station-service. Et il fait ce travail sérieusement. Et il est réellement l'ami de Takumi. Il est à son écoute et est capable de deviner ce qu'il ressent. Et ça, c'est pas évident vu l'animal. On y reviendra. Je sais pas trop pourquoi la série insiste autant pour montrer qu'au quotidien, il est irréfléchi, obsédé par le sexe et superficiel, parce qu'au final, aucune de ses actions importantes n'a de rapport avec ses caractéristiques. Iketani est plus vieux et plus posé. Il s'intéresse davantage à la mécanique et à la conduite qu'aux filles, mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'y intéresse pas non plus. Il rencontre Itsuki et Takumi à la station-service où ils travaillent tous les trois, et c'est lui qui les introduit dans le milieu de la course. Il est le chef des Speedstars, la bande locale, parce qu'il est le meilleur pilote, ce qui ne veut pas dire grand-chose car les Speedstars sont une équipe de très faible niveau avant que Takumi n'arrive. Il est conscient de ses limites, ce qui ne l'empêche pas d'être déterminé à s'améliorer, quitte à ne pas aller bien loin, juste histoire d'avoir avancé quand même. J'ai battu mon propre record. On ne suivra pas sa progression. La série n'est pas sur les Speedstars, vous verrez. Ayant plus d'expérience de la course qu'Itsuki, c'est lui qui apporte les informations nécessaires pour arriver à suivre ce qui se passe à l'écran. Comme on disait plus tôt, les dites informations restent assez dures à digérer pour les néophytes, mais bon, c'est lui qui s'en charge. Kenji, le troisième membre des Speedstars, c'est moins doué qu'Iketani et plus qu'Itsuki. Y a pas grand chose à dire de lui. Il est surtout là pour donner la réplique à l'un ou à l'autre quand il y a besoin. Le scénario ne s'intéressant pas à lui, il ne rencontre jamais de fille et se plaint toujours de son célibat. Apparemment, il ne travaille pas et passe tout son temps à traîner à la station-service pour discuter avec ses amis. Je suppose qu'il est rentier. Il y a apparemment d'autres membres des Speedstars, mais on n'en présentera pas vraiment d'autres que Kenji, Itsuki, Iketani et Takumi. Bien que très rapidement dépassés par le niveau des coureurs qui viennent les défier à Akina, attirés par Takumi, les Speedstars suivront le parcours de ce dernier et lui apporteront leur soutien indéfectible jusqu'à la fin de la série. C'est d'abord par loyauté envers eux que Takumi accepte de courir, vu qu'au début il ne voit pas l'intérêt de disputer des courses. L'étincelle de la passion sera allumée par ses premiers challengers, les frères Takahashi, des pilotes respectés et admirés. Si tu le dis comme ça, on va croire qu'il se passionne pour la conduite lors de sa première course contre les frères Takahashi. C'est pas ça qui se passe. Et ce serait bien de mieux décrire le processus, parce que c'est ça l'intrigue principale de la série. La toute première course de Takumi se fait contre Keisuke Takahashi, le cadet, venu défier le champion du col d'Akina car les frères Takahashi se sont fixés pour objectif de vaincre tous les champions de la région. Takumi leur inflige leur première défaite en battant Keisuke. Et Ryosuke, le frère aîné, décide de se préparer longuement pour disputer la course de revanche qui aura lieu à la fin du premier stage. En attendant, Takumi est sollicité par d'autres champions qui veulent le vaincre, parce que vaincre celui qui a vaincu les frères Takahashi, c'est un peu comme vaincre les frères Takahashi eux-mêmes. Dans ce contexte, Keisuke essaye d'approcher Takumi pour le renseigner sur les champions qu'il va affronter, et c'est la conversation qu'il a avec Keisuke qui va éveiller Takumi au concept de s'amuser en faisant une course. Lorsqu'il finit par disputer la course contre Ryosuke, il est dans le bon état d'esprit pour apprécier de se battre contre un adversaire aussi fort. C'est donc cette course qui éveille vraiment sa vocation, même si ce n'est pas la première qu'il dispute par plaisir. D'ailleurs, Ryosuke est le premier adversaire pour qui Takumi prend la peine de descendre de sa voiture pour discuter de comment s'est passée la course après l'avoir vaincu. Je pense que Ryosuke Takahashi est censé être l'équivalent de Tezuka dans Prince of Tennis. C'est la vedette absolue de la région dans le milieu du street racing. Et c'est pas malgré lui, c'est sur son idée que son frère et lui font le tour des cols de Gunma pour défier les champions locaux. Gunma ?
Oui, un autre truc qui rend la série un peu difficile d'accès, en tout cas quand on est français, c'est qu'il faut connaître la géographie japonaise pour suivre. Le col d'Akina est en réalité le mont Haruna, situé dans la préfecture de Gunma, qui est une des 7 préfectures de la région du Kanto, la région du Japon où se situe aussi Tokyo. Le projet de Ryosuke Takahashi est de former une équipe de course qui devienne la championne absolue, non seulement de Gunma, mais vraisemblablement de toute la région du Kanto. Une ambition à la fois grande et modeste, donc à l'image de la série, de rester à petite échelle, mais de sortir invaincu. Lorsque notre histoire commence, il en est encore au stade où il défie les champions de Gunma avec son frère. Après sa défaite contre Takumi, il décidera de former une équipe constituée de son frère Keisuke et de Takumi, c'est-à-dire d'un expert et d'un génie, destinée à aller défier les champions des autres préfectures du Kanto. Cette équipe prendra le nom de Project D, la fameuse initiale D qui donne son titre à cette série de séries. À partir de ce point, l'intrigue, c'est la quête de la Project D de vaincre toutes les équipes de coureurs en restant invaincus. À partir du moment où cette équipe est créée et jusqu'à la fin, la mise en scène nous tease en mode « Vous avez envie de savoir de quoi D est l'initiale ? Vous avez envie de savoir ? On va peut-être vous le dire, peut-être, soyez attentifs, vous allez voir !» Et on finit par l'apprendre. Dans le dernier dialogue du dernier épisode du dernier stage. Et c'est pas que c'est décevant, c'est que vu le teasing qu'il y a eu autour, on s'attendait à une révélation plus bouleversante que ça. On va pas vous dire ce que c'est, d'autant que ce sera peut-être la même chose dans One Piece. Mais soyez prévenus que ce n'est pas si extraordinaire que ça au final. Ryosuke Takahashi est censé être un personnage fascinant. Tous les coureurs du coin sont en adoration devant lui. Après avoir couru contre lui, Takumi lui voue une admiration sans borne et a envie de devenir un meilleur pilote pour le rendre fier. Mais concrètement, il est assez évanescent comme personnage. Il est toujours dans sa chambre à réfléchir à des stratégies pour gagner des courses, et il fait assez peu de courses dans le cadre. Il en perd une contre Takumi, et en dispute une autre dont on ne connaît pas l'issue, mais qu'il perd probablement aussi, donc rien n'est fait pour que le spectateur éprouve pour lui la fascination qu'il inspire aux autres personnages. Il faut dire que le changement de chara-design d'une saison sur l'autre n'aide pas trop à s'attacher aux personnages de ce style, qui sont juste censés être un visage auguste dans l'arrière-plan. La 5ème série saison essaie bien de lui ajouter un passé tragique pour lui donner un peu de volume, mais ça arrive un peu tard, et à un stade de l'histoire où on a plutôt envie de voir la prochaine course de Takumi, au lieu de s'attarder sur Ryosuke. C'est embêtant parce que c'est finalement lui qui donne son titre à la série, et qu'on comprend à la toute fin que l'histoire était censée être sur lui du coup. Mais ce personnage n'est pas très réussi. Son frère Keisuke attire bien plus l'attention. Keisuke est censé être une tête brûlée qui est moins fort que son frère parce qu'il ne réfléchit pas assez. Mais concrètement, il est avec Bunta et Takumi l'un des personnages les plus positifs de la série. Effectivement, il paraît assez émotif, mais il sait gérer ses émotions très raisonnablement. Et surtout, il est suffisamment introspectif pour comprendre spontanément quelles sont les conditions à remplir pour les gérer. Si son frère fait des choix qu'il ne comprend pas et qui le frustrent, il prend la peine de lui demander de s'expliquer. S'il subit une humiliation, il réagit de la manière la plus intelligente qui soit en entreprenant des actions constructives pour ne plus avoir l'occasion d'être humilié. Il a visiblement eu un passé de chef de gang, mais l'affection de son frère et sa passion pour la course l'ont ramené sur le droit chemin. Amoureux, mais se sachant incapable de se consacrer à la fois à une relation de couple et à sa passion pour la course, il préfère refuser la relation pour ne pas faire souffrir l'autre. C'est dommage parce que l'autre était vraiment sur la même longueur d'onde que lui. Ces deux-là sont tellement obsédés par les voitures que même pour draguer, ils font des métaphores en rapport avec la course. J'ai l'impression d'être un moteur Rotary qui roulerait en continu dans la zone rouge. C'est donc ce qu'on ressent quand on est aux côtés de celui qu'on aime. Si je dis que Bunta est l'autre personnage le plus positif de la série, c'est parce qu'il est celui qui ne vit que pour élever son fils et le former à devenir pilote. On sait assez peu de choses sur lui et sur ce qui fait qu'il a arrêté de courir, mais il est probable qu'il a dû se consacrer à une activité rémunérée pour élever son fils. Et contrairement à Prince of Tennis, où on sait que Madame Echizen existe, mais qu'on ne la voit jamais, ou alors uniquement de dos, jusqu'à ce qu'il y ait un filler sur comment elle a rencontré Nenjiro, et après lequel on continue à ne la voir que de dos, Madame Fujiwara est inexistante. Est-elle morte? Est-elle partie? On ne saura jamais. Bunta et Takumi traitent le fait d'être seuls tous les deux comme la plus normale des normalités. Bref, Bunta ne court plus et c'est sous prétexte de livrer du tofu aux hôtels d'Akina qu'il apprend la conduite à Takumi. Mais il est assez clair que ce n'est pas le tofu qui lui importe. Pour lui apprendre à rouler rapidement sans abîmer le tofu, il pose un verre d'eau sur le porte-gobelet à côté du conducteur. Takumi doit faire sa course sans renverser l'eau du gobelet, afin d'être sûr que les récipients contenant le tofu situés à l'arrière de la voiture ne débordent pas non plus. Ok. Mais Bunta augmente la quantité d'eau au fur et à mesure que son fils progresse. Ce n'est pas nécessaire au tofu, ça ne sert vraiment qu'à augmenter la difficulté pour Takumi et l'entraîner davantage. Bunta est peu expansif, peu démonstratif, et il a tout le temps les yeux fermés. Tout le temps. Contrairement à Fuji, il ne les ouvre jamais. Et non, visiblement, ça ne le gêne absolument pas pour conduire. Étant donné son caractère et celui de Takumi, il y a peu de démonstration d'affection entre ces deux-là, et ça se voit qu'il est fier de son fils et que son fils a beaucoup de respect pour lui. Il n'y a pas entre eux le même rapport conflictuel qu'entre Ryoma et son père dans Prince of Tennis, même si Takumi et Bunta ne prennent jamais de gants pour s'adresser l'un à l'autre. Un autre truc à dire sur Bunta, c'est que c'est pas le respect des lois qui l'étouffe.
Il n'hésite pas à monter un moteur volé sur la 86. Tu t'attends à quoi de la part de quelqu'un qui fait du street racing? C'est illégal à la base, et moralement discutable vu que c'est dangereux, pas seulement pour les coureurs mais pour toute personne à qui il prendrait l'envie de remonter le col d'Akina au même moment. Oui, le vol c'est quand même un cran au-dessus. C'est un moteur volé, mais c'est pas Bunta qui l'a volé, il utilise un moteur volé par quelqu'un d'autre longtemps avant. Passons. Le dernier truc à dire sur Bunta, c'est qu'il a un statut comparable à celui de Nanjiro en tant que vétéran de la discipline dont parle la série. Il est le seul à avoir gagné contre Takumi sur le col d'Akina lors d'une course informelle. Et à avoir gagné contre Takumi tout court d'ailleurs. Encore une fois, la course interrompue à cause du moteur qui a lâché n'est considérée comme une vraie défaite par personne. Car Takumi ne perd jamais. Ça embête bien Bunta qui estime que ce serait nécessaire à sa formation, mais contrairement à Ryoma, Takumi n'a pas besoin de connaître la défaite pour remettre ses compétences en question et dépasser ses limites. Il aura beau accumuler les victoires, il a conscience qu'il en doit une grande partie à la chance et qu'il a encore une marge de progression. Il pousse souvent cette humilité à l'excès au milieu de la série. Sa conclusion à presque chaque course est qu'il ne s'en sent pas réellement le vainqueur, sous prétexte que tout ne s'est pas passé tout du long comme il le prévoyait. Honnêtement, je ne pense absolument pas avoir été plus rapide que vous, monsieur Takahashi. Ceci dit, je ne pense pas vraiment avoir gagné au final. J'ai remporté cette course, mais... je me demande si Ryosuke n'aurait pas gagné plus facilement à ma place. La série n'établit pas vraiment à quel point il est conscient d'être plus talentueux que la moyenne, mais ce n'est pas important parce qu'il ne se pose pas la question en ces termes. Son objectif est de se dépasser lui-même. J'ai battu mon propre record. Qu'importe, Bunta finit par trouver une solution pour pallier l'invincibilité de Takumi. Quand il conduit la 86, en fait, il poursuit avec acharnement l'Impreza imaginaire qui est devant lui. Et inversement, quand il est au volant de l'Impreza, il se fixe comme objectif de fuir la 86 imaginaire qu'il poursuit, tu vois? Bah, dis donc. Comme il connaît le parcours sur le bout des doigts, il sait parfaitement comment réagissent les deux voitures à chaque endroit. Et quand il est au volant de la 86, je suis sûr qu'il doit clairement distinguer à travers son pare-brise l'arrière de l'Impreza en train de s'éloigner sur la route devant lui. En même temps, il a beau être totalement invaincu, dans l'équipe de la Project D, tout le monde continue de faire comme si Ryosuke et Keisuke, qu'il a pourtant battu, étaient plus forts que lui. Takumi, dans la Project D, c'est un peu comme Joey dans Yu-Gi-Oh! Ou Gros Harper dans Olive et Tom. Il a beau réussir, tout le monde fait comme s'il était faible. Et encore, c'est pire, Bruce Harper et Joey perdent de temps en temps, eux. En tant que personnage principal, Takumi est vraiment atypique. Son caractère correspondrait plus à... comment dire? Vous savez, dans ce type de série, il y a toujours parmi les adversaires un petit seigneur prétentieux, toujours affublé d'un sidekick qui lui est complètement dévoué, ne dit jamais un mot, et peut se révéler très puissant en tant qu'adversaire. En général, quand on s'attarde sur ce type de personnage, on découvre que son dévouement est la conséquence d'une profonde bonté et d'une sincère amitié qui rend le personnage touchant. Takumi est ce type de personnage, sauf qu'au lieu d'être le sidekick d'un adversaire, c'est le personnage principal. Il est aussi atypique en tant qu'adolescent, et je dirais même plus, en tant qu'adolescent mâle selon Initial D. Il est profondément calme et posé. S'il ne parle pas beaucoup, c'est parce qu'il ne parle jamais pour ne rien dire. Mais faut pas le prendre pour une poire pour autant. La provocation ne marche pas sur lui parce qu'il n'en a rien à faire d'être accusé d'être une mauviette, mais si on s'en prend à ses amis, il peut se mettre dans une colère noire et n'hésite pas à cogner dans ces cas-là. Il n'aime pas la bagarre, mais elle lui fait pas peur. Il a aussi une certaine fierté qui le pousse à refuser de se laisser entraîner dans des histoires stupides par effet de groupe, ce qui fait que souvent, le meilleur moyen d'obtenir quelque chose de lui est de lui demander l'exact contraire. Sans doute parce qu'il a été contraint à une activité rémunérée depuis ses 12 ans, il est particulièrement mature, il réfléchit aux conséquences de ses actes, et n'agit pas sans bonne raison. Comme ça lui donne une attitude mesurée et prudente en toutes circonstances, il passe pour un lunatique un peu toujours dans son monde, mais en réalité, il est très attentif à autrui, et en particulier à Itsuki, son meilleur ami. Il va jusqu'à accepter une course dans le but de lui donner l'occasion de passer du temps avec la fille qu'il aime avant qu'elle ne s'en aille. Il en accepte une autre, très dangereuse, pour le venger de la personne qui a osé lui faire avoir un accident. Bien que la livraison du tofu à 4h du matin lui déplaise profondément, et soit très contraignante pour un garçon encore scolarisé, on ne le voit jamais s'en plaindre auprès de Bunta, ni protester que, bon, Bunta devrait plutôt avoir un apprenti au lieu de faire travailler son fils illégalement. Bref, Takumi est un adorable garçon, dans un monde où les garçons sont censés être de gros beaufs surexcités et titillés par leurs hormones. Autant dire qu'il est traité par ses pairs comme le gros couillon de service jusqu'à ce qu'on découvre son talent pour la conduite. La mise en scène ne souligne jamais le caractère totalement injuste de la façon dont il est perçu. Il faut dire que lui-même n'en a rien à foutre d'être vu comme un couillon, et n'a même pas l'air de se poser la question de s'il l'est ou pas. Il est ce qu'il veut être et en est satisfait, et estime que personne d'autre n'a son mot à dire là-dessus, ce qui est tout à fait vrai. C'est la comparaison avec Takumi, plus que leur comportement lui-même, qui fait que les autres ont l'air... comment tu disais déjà, crétins comme des garçons.
S'il est vu comme un couillon, ce n'est pas uniquement à cause du fait qu'il n'est pas aussi surexcité que ses camarades estiment qu'il devrait l'être. C'est aussi parce que, n'aimant pas dépenser d'énergie inutilement et ne s'intéressant pas à la course au début de l'histoire, il n'y connaît rien en modèle de voiture, rien en vocabulaire technique, rien en mécanique, et ne pose aucune question à ce sujet. Dommage parce que ça donnerait l'occasion aux spectateurs d'entendre des explications. Le fait de ne pas s'intéresser aux voitures est à ce point incompréhensible pour Itsuki et les autres qu'ils interprètent ça comme un manque d'éveil de la part de Takumi. Alors que bon, c'est juste que tant que tu n'as pas l'intention de faire de la course, la mécanique c'est effectivement pas intéressant. Du fait d'être néophyte dans le milieu du street racing, Takumi aborde l'activité avec le même type de pureté / sagesse / caractère obtus que Ryoma aborde le tennis. Elle a un moteur et des roues que je sache. C'est tout ce qu'on lui demande, non? Son caractère terre-à-terre, combiné à sa maîtrise aussi exceptionnelle qu'instinctive du volant et de la gestion des parcours, fait son effet sur ses adversaires, qui le voient comme une sorte d'anomalie surnaturelle. Il le compare souvent à un extraterrestre ou un fantôme. Exactement comme s'il s'agissait d'un vrai fantôme. Parce qu'au Japon, les extraterrestres et les fantômes conduisent des voitures, apparemment. Ce qui est surnaturel, c'est qu'il est le seul dans son entourage à ne pas être titillé par ses hormones. Ok, on constate à plusieurs reprises qu'il s'intéresse à la bagatelle. Mais la seule chose à laquelle il pense quand une fille à gros seins lui fait un rentre-dedans et honté, c'est à sa copine. On a déjà évoqué le traitement sinistre des relations amoureuses dans cette série, est-ce que ça vaut la peine de parler de sa copine? Oui. Autant Mako et Iketani c'est clairement sinistre, autant pour Takumi et Natsuki, on sait pas trop. L'intrigue les impliquant est dure mais intéressante. Étant une fille un peu frivole et inconséquente, Natsuki Mogi a choisi, apparemment sans trop se rendre compte de ce qu'elle faisait, de se prostituer pour gagner beaucoup d'argent facilement, mais réalise en tombant amoureuse de Takumi que ce n'est pas la manière normale de vivre une relation homme-femme et met fin à son contrat. En tant que petite amie, elle se montre patiente, compréhensive, réellement intéressée par la nouvelle activité de Takumi et capable de s'adapter à son caractère passif et distant. Leur relation, avant que Takumi ne découvre qu'elle se prostitue, est vraisemblablement très saine et tout à fait fonctionnelle. Malheureusement, la série et la mise en scène étant ce qu'elles sont, cette amorce très prometteuse tourne inutilement court et s'achemine vers une conclusion glauque dont je peine à comprendre l'intérêt. Takumi est averti par des lettres anonymes que Natsuki se prostitue, et quand il constate que c'est vrai, il rompt avec elle sans autre forme de procès, sans lui laisser le temps d'expliquer que justement elle venait de décider d'arrêter de faire ce travail pour se consacrer à lui. Natsuki ne renonce pas à Takumi pour autant, elle tente de renouer à plusieurs reprises, et après plusieurs péripéties, ils finissent par s'avouer respectivement qu'ils s'aiment encore, et on ne sait pas. Visiblement, ils se remettent pas ensemble pour autant. Et de toute façon, ils doivent se séparer définitivement parce qu'elle part étudier à Tokyo, lui veut rester à Gunma pour participer à la Project Day. Or, comme j'ai dit, les relations longue distance sont inenvisageables dans cet univers. C'est loin d'être aussi inesthétique que le rendez-vous manqué d'Iketani, mais il y a quand même plusieurs trucs frustrants dans cette histoire. Déjà, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi c'est si impardonnable d'avoir un passé de prostituée. Les lettres anonymes informent Takumi que si Natsuki voit un autre homme, c'est pour de l'argent, pas parce qu'elle est amoureuse de l'autre homme. C'est quand même moins grave que si elle avait fait semblant d'être amoureuse de Takumi alors que c'était pas le cas, non? Ensuite, je comprends pas pourquoi la série ne nous montre pas qu'ils se remettent ensemble après s'être avoués qu'ils s'aiment encore. On est obligé de supposer qu'ils font hors cadre, mais après nous avoir fait part du mal-être de Takumi et Natsuki pendant tout le temps où ils étaient séparés, pourquoi ne pas nous les montrer soulagés et guéris? Et s'ils se remettent pas ensemble, pourquoi ne nous en explique-t-on pas la raison? La scène de réconciliation s'achève sur la déclaration de Takumi. Il ne nous sera pas dit que malgré ses sentiments, il n'arrive pas à surmonter son dégoût pour le passé de Natsuki. On pourrait avoir une histoire belle et triste, mais ces approximations font qu'elle est juste triste. Il faut quand même ajouter que l'anime a apporté à cette histoire une censure aussi inefficace que déstabilisante. En VF en tout cas, les dialogues entre Natsuki et son client sont trop explicites ou pas assez sur la nature de leur relation. Le fait qu'il a une voix de pervers et qu'elle le surnomme papa est d'autant plus confusionnant. C'est vrai que c'est ton uniforme que je te préfère. Ah oui, c'est vrai, vous trouvez? Merci, papa. Les premiers dialogues qu'ils ont ensemble sont très étranges et dérangeants, mais au départ, il n'y a pas de raison de douter que c'est vraiment son père et qu'on a l'esprit mal tourné. L'ambiguïté n'est levée que graduellement. C'est papa dans toutes les langues, donc pas forcément papa comme en français. Sinon, ça peut être un surnom en référence à l'expression sugar daddy, qui désigne quelqu'un qui s'offre les services d'une prostituée beaucoup plus jeune que lui. Quoi qu'il en soit, et ça c'est pas juste la VF, il paraît que dans le manga, Takumi a confirmation que Natsuki se prostitue parce qu'il la surprend en sortant avec son client d'un love hotel. Dans l'animé, il la voit juste sortir d'un restaurant familial avec un homme qu'elle appelle papa. Du coup, on a vraiment du mal à comprendre comment il fait pour deviner que c'est pas son père mais son client. Censure étrange, sachant qu'on voit un love hotel à un autre moment de l'animé. Ça fait décrocher de la situation dramatique vécue par les personnages. C'est dommage parce qu'en tant que personnage, il n'y a rien à redire de Natsuki.
C'est une fille joyeuse, énergique, aussi vive que Takumi est posée, et qui croque la vie à pleines dents, fait des mauvais choix, mais évolue et devient meilleure. Visiblement, le mangaka a réalisé à quel point c'était frustrant, car Natsuki finit par être remplacée par un sosie avec exactement le même caractère dans la 5e série saison. Et cette remplaçante file le parfait amour avec Takumi, sans que ça tourne mal cette fois. Faut dire qu'elle est championne de golf, ça fait peut-être toute la différence. On n'arrête pas de dire série-saison depuis tout à l'heure, faudrait peut-être se décider. Je sais, mais il n'est vraiment pas possible de considérer les différentes séries comme étant des saisons de la même série. Outre le fait que certaines ne sont carrément pas des séries d'épisodes mais des longs métrages, il y a de véritables changements graphiques entre elles. Je ne parle pas uniquement de la qualité de la CGI. Car en effet, vous aurez noté que les courses de voitures sont réalisées en CGI et que la qualité de la dite CGI évolue selon la série-saison dans laquelle on est. Non, je parle bien du chara design des personnages qui peut varier radicalement d'un stage sur l'autre. La couleur des cheveux, entre autres, est particulièrement inconstante. Et chaque fois qu'on aborde un nouveau stage, il faut un petit moment pour reconnaître qui est qui. Ryosuke et Keizuke, qui sont pourtant les personnages les plus importants, sont particulièrement touchés par ce phénomène. Takumi finit par l'être aussi, mais ce phénomène touche également les Speedstars et des personnages ultra secondaires qu'on a vus très rarement et que du coup il est très embêtant de pas pouvoir identifier au premier regard. D'un autre côté, si on laisse tomber la question du visuel et qu'on se pose uniquement la question de l'état d'esprit, il n'y a pas vraiment de rupture entre les différentes séries-saisons. Ok, à partir du moment où Takumi rejoint la Project D, l'histoire prend une tournure différente et on assiste au même changement de genre qu'on a pu voir entre les premiers épisodes de Yu Yu Hakusho et les suivants. Et ok, les stages 5 et 6 sont particulièrement chiants parce que l'histoire s'est un peu essoufflée. Pas seulement. Dès le début de l'arc Project D, on a droit à de longues scènes de dialogue très statiques et souvent pas très intéressantes. Apportez-moi une lampe. Non. Mais ça reste quand même la même mise en scène, le même type d'histoire. D'ailleurs, c'est le prolongement de la même histoire, sans vraie incohérence, sans changement de personnalité chez les protagonistes, sans éléments disparus dans un trou du scénario, sans éléments sortis de nulle part dont on fait semblant qu'ils ont toujours été là. Vraiment, ces multiples stages sonnent comme une seule série, différence graphique ou pas. On ne peut pas s'arrêter à la fin de la saison 1 car l'histoire de la prostitution de Natsuki n'y est pas résolue, on ne peut pas s'arrêter ensuite parce que l'intrigue de la Project D débute et ne trouve sa conclusion qu'à la toute fin du stage final, donc c'est bien les différentes saisons d'une même série. Je ne suis pas d'accord. On peut s'arrêter au moment où Takumi, après une longue réflexion, prend la décision de rejoindre la Project D. Ce qui est exactement le moment où l'intrigue de Natsuki arrive à sa conclusion. Donc on peut à la rigueur séparer Initial D en deux séries. La série sur Takumi qui se découvre, et la série sur la Project D qui enchaîne les victoires. Admettons. Donc disons que les 6 stages et les 2 OAV forment 2 séries, ou une si on prend au sérieux le titre Initial D qui fait référence à la Project D. Dans tous les cas, c'est des saisons d'une seule ou de 2 séries. Ces saisons, comme tu dis, ont cependant été produites à des années d'intervalle, et ce n'est pas sans conséquence. L'échec du couple Mako Iketani n'existe que parce qu'il se passe à une époque où les téléphones portables sont extrêmement rares, et qu'avertir une personne qu'on est dans un embouteillage et qu'on arrive, ce n'est pas possible. Mais à partir de la saison 5, il y en a partout. Alors qu'en temps d'histoire, il s'est écoulé qu'1 an. Pire encore, à la fin de la dite saison, on voit des flashbacks d'il y a 3 ans où il y a des téléphones portables partout. Or, dans l'univers de la série, ces flashbacks se déroulent avant 1995. Donc cette omniprésence des téléphones portables ne va pas du tout. On peut lire sur TV Tropes qu'il y a des problèmes similaires avec les modèles de voitures, mais nous sommes bien incapables d'en juger. Et puis, c'est pas vrai que la mise en scène reste la même. Il y a de subtiles évolutions. Au début de la série, on voyait beaucoup les tableaux de bord, les mains des pilotes sur les volants et les leviers de vitesse, les pieds sur les pédales. Dans la 5e série saison, on voit plus ça du tout. On ne voit que les visages des pilotes. Ça va dans le même sens que l'apparition, dès la saison 4, de ces scènes de dialogue statique que tu évoquais. La 5e série saison paraît, en plus de ça, beaucoup plus cheap que les autres. Pas seulement sur le plan graphique. L'animation plan-plan hors des courses est soutenue par un doublage complètement apathique. Dès le début de la série, le doublage français en tout cas est apathique. Avoir vu les stages tardifs en VO donne l'impression que ce n'est pas sa spécificité, que c'est pareil en VO. En tout cas, la traduction est vraiment très bonne. Immersive comme on l'attend d'une bonne traduction, mais les acteurs disent leurs répliques sur un ton complètement atone. À la rigueur, la voix qui clame « Initial D » sur les cartons de transition pour la coupure de pub, c'est ce qu'il y a de plus dynamique. Bref, Initial D est une série surprenante à plus d'un titre. Elle est inconfortable par moments pour des raisons diverses qui ne sont pas toujours maîtrisées, mais qui participent tout de même à une ambiance générale qui en fait une expérience inoubliable. L'aspect plaisant contrebalance largement les aspects dérangeants, et l'histoire parvient à nous captiver, en particulier au travers de personnages attachants, de graphismes de plus en plus convaincants au fil des saisons pour les courses, et d'une ambiance musicale marquante. Pour avoir su se construire une identité originale et cohérente, Initial D mérite qu'on s'en souvienne. Elle a 4 roues et elle roule, alors il n'y a rien à redire, c'est une voiture. Quand tout est fini, quand tout est perdu, Nabe Shinela!
Tu ne dois perdre contre personne à part les frères Takahashi des Red Son qui, eux, arriveront à te battre. En attendant, je te conseille de ne jamais perdre, même si tu dois courir contre une 32. Merci de vos encouragements. C'est extrêmement rare de rencontrer des coureurs qui possèdent une technique aussi avancée à ton âge, tu sais. Je dois bien avouer que tu m'impressionnes vraiment. La seule véritable source de son pouvoir est le troisième œil qu'il a sur le front. Je trouve juste honteux que d'aussi jeunes filles soient obligées de porter des jupes aussi courtes. Sans parler du fait que cela nous expose au... Ah, du gruyère, j'adore ça. C'est vraiment mon jour de chance. Je suis prête à m'offrir à vous. On peut savoir à quoi tu penses, Liu Kang? Je mets des pneus adhérents pour optimiser ma vitesse et faire un meilleur chrono. Et tant que j'y suis, je vais changer les plaquettes de frein. Parce que les freins, c'est très important. Toi qui disais que tu allais travailler pour moi en sous-main, pour m'aider à gravir les échelons, total, à présent, tu es plus gradé que moi. T'as tout gagné. Mon imbécile d'ami. Bon, petit, au nom du maire, je t'arrête pour trouble à l'ordre public. C'est la motivation.